Je m'appelle Sophie Levé, je suis directrice associée de Utopie. Utopie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable. C'est le premier cabinet de conseil créé en France il y a plus de 25 ans et notre mission depuis plus de 25 ans est d'accompagner les entreprises vers la transformation de leurs pratiques et notamment vers plus de durabilité. On est aussi un think tank, ça veut dire qu'on publie régulièrement des notes de position sur toutes sortes de sujets, notamment sur des sujets de consommation responsable. Et c'est un petit peu pour ça que je suis là pour vous parler aujourd'hui. On a notamment un site d'information positive qui s'adresse surtout aux consommateurs et qui a pour objectif d'éclairer les consommateurs sur des choix de consommation plus vertueux. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons publié une note de position sur ce qu'on appelle le choice editing. Et c'est aujourd'hui le sujet de mon intervention, qui est comment aujourd'hui faire une sélection positive, transformer nos offres vers des choix de consommation plus responsables pour orienter les consommateurs dans leurs choix. Donc, je pense que... Alors, la présentation était en anglais parce que j'ai cru comprendre qu'il y a... Pardon ? Il y a quelqu'un du... Bon, alors, en attendant que la présentation... Ah ben voilà, ça y est, à l'appareil. Donc, aujourd'hui, le point clé, c'était de dire qu'on part d'un constat que, bien sûr, on voit un essor de la consommation responsable. Donc, on voit un essor de la vente de produits bio, de produits issus du commerce équitable, de produits qui vont marier des allégations santé, des allégations environnementales comme l'essor des produits végétariens. Mais qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a une difficulté à atteindre une masse critique de cette consommation plus responsable. Et pour beaucoup, les détracteurs, enfin beaucoup, remettent en cause finalement et remettent la faute sur le consommateur. Le consommateur qui serait un peu dans une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qui va vouloir une chose et réclamer et dire qu'il est prêt à consommer plus responsable, mais ça ne se traduit pas dans ses actes d'achat. Et en fait, nous, ce qu'on pense, et d'autres le pensent aussi, c'est peut-être que le problème est mal et la question est mal posée. C'est-à-dire que depuis le début, on parie sur le fait que c'est la demande qui va influencer l'offre. C'est ce qu'on appelle le marketing de l'offre. C'est-à-dire on demande aux consommateurs ce qu'ils veulent et quand ils sont prêts à demander des offres plus responsables, on leur fournit. Nous, on pense qu'il faut inverser le paradigme et ça fait partie des exemples de marques, de distributeurs que je vais vous présenter dans un moment, où en fait, il vaut mieux utiliser le marketing de l'offre. Et le marketing de l'offre, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est transformer l'offre pour influencer la demande du consommateur. Et c'est un peu, j'aime bien cette phrase d'Henry Ford, c'est un peu, ça s'incarne dans ce qu'il dit, c'est-à-dire, il dit, si j'avais écouté mes consommateurs, je leur ai donné des chevaux plus rapides et non pas une voiture. Et c'est ça, et ça va être ça le concept du choice editing aujourd'hui dont je vais vous parler, qui est un concept anglo-saxon et qui part du postulat qu'aujourd'hui, c'est l'offre qui influence la demande plus que l'inverse. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça en modifiant, en gros, on encourage les consommateurs à aller vers des choix plus responsables en modifiant l'architecture des choix qui leur sont proposés. Et c'est de cette manière-là qu'on peut modifier les comportements d'achat. Alors, le choice editing, pour entrer un peu plus dans le concret, c'est quoi ? Aujourd'hui, le choice editing, et je vous montrerai au travers des exemples exposés, c'est une façon d'éliminer de manière progressive, mais au final radicale et totale, les produits qui sont non vertueux dans l'offre d'un transformateur ou dans l'offre d'un distributeur. Et ça peut être une pratique qui vient à la base au niveau réglementaire, on l'a vu, quand la réglementation a imposé d'arrêter de vendre des ampoules à incandescence, ou ça peut être le résultat de la volonté d'un acteur privé qui a décidé de produire les choses autrement et de ne mettre sur le marché que des offres responsables. Le deuxième point, c'est aussi de rendre, notamment dans une période de transition, quand on n'a pas encore totalement transformé son offre, c'est de rendre aussi ces produits et les produits moins vertueux moins visible. Donc vous le voyez bien, en linéaire, on fait toujours des choix, et c'est la manière d'orienter le choix du consommateur. Où est-ce qu'on va placer au niveau des linéaires les différentes références produits. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des actes désormais pour essayer de mettre par exemple les produits moins vertueux en haut des linéaires, ou alors
Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler, en janvier 2017, il y a eu une réglementation qui interdit la vente en libre service des pesticides dans les jardineries. Et aujourd'hui, on force les consommateurs à d'abord aller voir un conseiller spécialisé qui a été formé pour éduquer les gens à l'utilisation des pesticides. Et c'est la condition sine qua non pour pouvoir acheter des pesticides. Bon, non pas que ça soit encore mis en place un petit peu partout, mais en tout cas, c'est la réglementation qui l'impose. Donc voilà, donc ça, c'est une façon, en gros, d'orienter vers des choix responsables. Et de la même manière, on va mettre plus de focus, et je vous montrerai à nouveau quelques exemples, et de visibilité et de projecteurs, de feux des projecteurs sur les produits qui sont plus vertueux, porteurs de labels. Et enfin, le troisième volet d'une démarche de choice editing ou de sélection positive, c'est d'essayer d'adapter le signal prix. Donc, quels sont les efforts potentiellement promotionnels qui peuvent être faits pour amener les consommateurs et guider leur choix vers des produits plus responsables. Voilà. Et en gros, ce concept de choice editing, c'est quelques principes. C'est ça qui amène et qui peut amener aujourd'hui à une démocratisation plus large de la consommation responsable. Parce que, évidemment, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça remet en cause? En premier, ça remet en cause le concept des gammes vertes. Okay. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, une marque, et souvent c'est encore malheureusement beaucoup le cas, vous avez votre marque de moutarde favorite que vous aimez, et vous avez le choix aujourd'hui entre celle-là ou alors une gamme verte qui aura été lancée, une gamme de moutarde, soit bio, soit avec quelques critères de responsabilité, et on laisse le choix au consommateur de choisir entre la marque qu'il préfère, et peut-être la marque qu'il consomme depuis 20 ans, et une version améliorée, ou en tout cas une gamme verte. Le problème avec ça, c'est pas ça qui amène une démocratisation de l'offre, et c'est pas ça qui permet au choix de faire la transition vers une consommation plus responsable, parce que généralement, ces gammes vertes, ça reste des gammes un peu de niche, avec un prix un peu plus élevé, souvent qui sont lancés plutôt comme en vérité comme des outils de communication, pour tirer l'image de marque vers le haut, pour expliquer que la marque est engagée et a conscience des enjeux sur son secteur. C'est généralement adressé à un public qui est déjà convaincu, des consommateurs qui achètent déjà bio ou qui sont déjà dans l'alter-consommation. Et en plus, ce sont généralement des produits qui ne jouent que sur le critère de la durabilité comme point de différence. C'est-à-dire qu'on en oublie de communiquer aux consommateurs le fait que ces produits sont aussi bons sur des critères de choix plus classiques, les qualités organoleptiques, la praticité. On ne fait de la durabilité le seul point de différenciation. Et généralement, en plus, et c'est souvent la raison pour laquelle ces gammes vertes ne fonctionnent pas, et les transformateurs ou les producteurs vont dire « bah oui, on a essayé, on a lancé une gamme bio, mais elle n'a pas fonctionné », c'est aussi parce que les budgets marketing ne sont pas sur ces niches. Les budgets marketing restent sur les marques phares du portefeuille de l'enseigne. Pardon. De plus, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il est devenu de plus en plus difficile, même pour un consommateur qui veut faire des choix plus éclairés, il est devenu de plus en plus difficile de trier le bon du moins vertueux. Il y a très clairement sur le marché une multiplication des allégations de démarches privées portées par les transformateurs, par les enseignes. Pour un consommateur, c'est quand même pas très évident de savoir se positionner par rapport aux enjeux. Quand j'achète des œufs, quand j'achète des légumes, est-ce que je dois me préoccuper d'abord du bien-être animal? Est-ce que je dois me préoccuper de l'empreinte environnementale du produit? Est-ce que je dois me préoccuper du droit des travailleurs sur les chaînes d'approvisionnement? Quel est le sujet le plus important par rapport à la catégorie d'achat que je fais? Et même, à la rigueur, même si le consommateur était suffisamment éclairé pour connaître les enjeux par rapport aux catégories de produits qu'il achète, parfois, il manque de labels qui vont crédibiliser l'approche et crédibiliser les allégations des marques. Et enfin, même quand des labels existent, c'est aussi difficile pour le consommateur de faire le choix entre les différents labels, entre des labels qui sont de l'autodéclaration ou des labels qui ont un véritable cahier des charges transparent et certifié par un tiers. Donc voilà, du coup, c'est quand même compliqué aujourd'hui pour un consommateur de faire ce choix responsable et de faire la part des choses entre le bon et le moins vertueux. Et le choice editing, justement, nous emmène à ça.
L'objectif, c'est vraiment de se dire, et si on mettait aujourd'hui un petit peu de côté ce sacro-saint principe du choix qu'on laisserait aux consommateurs, de faire le choix entre différents produits à qualité inégale. Et aujourd'hui, si on posait plutôt la question de se dire, non pas quels sont les produits à éviter, mais comment choisir parmi une gamme d'alternatives qui seraient toutes distinctes, mais toutes durables. Et c'est ça la sélection positive. Et en fait, aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à ce qu'on repense le périmètre de leur choix. Parce qu'on l'a vu, il y a plusieurs études qui ont été menées sur les attentes des consommateurs. En fait, 28%, c'était une étude qui était menée par Meaningful Brand, par Havas, qui s'appelle Meaningful Brand et qui a été menée dans plus d'une trentaine de pays et sur plusieurs milliers de marques. Et en fait, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que seulement 28% des marques étaient perçues comme réellement améliorant la qualité de vie des gens. C'est-à-dire qu'il y avait seulement 28% des marques auxquelles les consommateurs étaient réellement attachés et voyaient un véritable point de différence qui améliorait leur qualité de vie. Et du coup, ça remet quand même la question à l'attachement à la marque. Quand on dit et qu'on se cache derrière l'argument qu'il faut présenter le consommateur avec une énorme variété de choix, finalement, le consommateur se dit toutes ces marques se ressemblent, je peux facilement en substituer une à l'autre. Il n'y a qu'un très petit nombre de marques, finalement, auxquelles je tiens et que j'achète réellement par choix. Et en plus de ça, une autre étude menée par Globscan avait montré que 78% des leaders d'opinion attendaient et pensaient qu'il était clé pour les entreprises aujourd'hui et que c'était leur devoir de proposer des offres et des produits responsables en lieu et place de produits plus conventionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines entreprises commencent à le faire et surtout ne prennent pas, comme je le disais tout à l'heure, l'angle de la durabilité pour positionner ces produits-là. Sur la gauche, c'est un costume Marks & Spencer. Je ne sais pas si vous connaissez Marks & Spencer, qui est un retailer anglais très engagé. J'en parlerai un petit peu plus dans une minute. Mais son objectif aujourd'hui, c'était d'éco-concevoir complètement ce costume. Donc, tous les matériaux ont été choisis pour leur durabilité. Le costume a été entièrement éco-conçu. Il y a même un QR code pour suivre l'origine du produit. Mais ce n'est pas forcément ça qui a été mis en avant par la marque. La marque a choisi de travailler avec un designer qui est très connu outre-Manche, qui s'appelle Richard James. Donc, a vraiment travaillé le côté style de son costume et l'a vendu à 350 pounds. Et ça a été un des plus gros succès commerciaux de Marks & Spencer. Donc, on a attendu en gros une échelle, il y a eu un véritable changement d'échelle parce que les consommateurs ont plébiscité ce produit-là, mais ne l'ont pas plébiscité en soi parce qu'il était extrêmement responsable, c'est parce que le produit lui plaisait, que le développement durable n'était qu'une composante d'un produit qui était attractif, pertinent, plus innovant et stylé. Et c'est la même chose pour les chaussures Veja. Si vous parlez au cofondateur de Veja, Sébastien Kopp, il sera le premier à vous dire que ce qu'il souhaite avant tout, c'est que des consommateurs, des clients achètent ces chaussures non pas pour leur engagement, mais parce que ce sont de belles chaussures et qu'elles sont bien faites. Et c'est après avoir acheté ces chaussures que finalement la loyauté et l'attachement à la marque se renforcent quand on découvre derrière la profondeur de l'engagement responsable de Veja. Et en fait, c'est ça, passer d'un marketing de la demande à un marketing de l'offre. C'est-à-dire, c'est quand des marques vraiment se positionnent, ont des convictions par rapport à leur métier, ont des convictions par rapport à la manière dont aujourd'hui elles doivent produire leurs produits, quand elles ont des convictions par rapport aux enjeux qui se posent sur leur secteur, que ce soit des enjeux environnementaux et ou sociétaux, et qu'elles le traduisent en gros dans leurs produits et dans leur offre, et que ça devient le seul choix et leur seule manière de faire des produits, et qu'elles expliquent ces choix-là à leurs consommateurs. Et voilà. Et c'est l'idée que vous allez changer les consommateurs en changeant les produits que vous leur vendez. Et ce qui est intéressant, comme les exemples un peu et de Veja et de Marks & Spencer que je vous ai présentés, qui sont des succès commerciaux, c'est qu'il y a de plus en plus d'études à nouveau
qui démontrent que des marques réellement engagées, donc des marques qui se sont engagées dans ce marketing de l'offre, sont des marques qui surperforment. Donc qui surperforment aussi bien en termes de valorisation boursière. Hein. À nouveau, c'est la même étude Meaningful Brand qui a suivi ces marques particulièrement engagées et qui ont suivi leur évolution boursière sur plus de 10 ans et qui s'est aperçu qu'elles avaient une survalorisation de 133% par rapport aux autres marques qui sont des marques du CAC 40. Et en plus de ça, que ces marques, donc, qui étaient perçues par les consommateurs comme réellement positives, comme réellement engagées, performaient mieux sur des critères traditionnels marketing d'intention d'achat, de sentiment de proximité, de propensité à acheter plus cher. Donc pour vous montrer quelques exemples maintenant de marques qui ont fait ce choix de la sélection positive, finalement de la radicalisation de leur offre responsable, vous en avez sur tous les secteurs d'activité. Un des acteurs un peu historiques était Ikea, hein. Qui s'était engagé dès 2015 en avance de la législation, à faire du 100%, ne vendre que du 100% en LED, qui a pris les engagements aujourd'hui sur son coton, que ça ne soit que du coton sourcé de manière plus durable. Alors derrière le plus durable, et il faut être transparent sur ces sujets, il y a une diversité et de labels et d'approches, mais en tout cas ils sont transparents et c'est sortir d'un coton qui serait purement conventionnel avec aucune garantie. Ils ont pris un engagement à horizon 2020 que tout leur bois soit issu de forêts gérées durablement et certifié FSC, y compris sur l'alimentation. 100% des produits de la mer vendus seront labellisés MSC. Et c'est un groupe aussi qui vise l'indépendance énergétique, hein, qui s'est donné, je crois, jusqu'à 2020, pareil, pour produire autant d'énergie que celle qui est consommée et qu'elle soit d'origine renouvelable. Et c'est déjà le cas en France, où 100% de leurs besoins sont couverts par des installations éoliennes et panneaux solaires. Et en fait, cette politique de choice editing, de sélection et de radicalité dans la transformation de leur offre, c'est inscrit dans leur politique de développement durable ambitieuse qui s'appelle People and Planet Positive. Quand on parle de choice editing, en fait, il y a aussi un produit phare, vous l'avez tous vu, vous en avez tous entendu parler, c'est les œufs. Quelque part, ça a été le grand sujet de ces 2 dernières années, hein, et les gens sont rentrés par cette fois-ci le critère du bien-être animal, mais on voit bien comment aujourd'hui l'offre se transforme de manière radicale en partant d'un critère. Donc, par exemple, une des premières enseignes qui s'était engagée sur le sujet, c'était Monoprix. Et qui avait banni en gros tous les œufs de catégorie 3, hein, donc tous les œufs issus de poules élevées en cage. Et l'engagement de Monoprix à l'époque, donc c'était en 2000, j'arrive même pas à voir, mais je crois que c'était en 2016, hein, oui voilà c'est ça, avait été à la fois de transformer entièrement son offre, donc de ses propres marques propres, ne plus vendre d'œufs de catégorie 3, seulement vendre des œufs bio, œufs de poules élevées en plein air, œufs labellisés, mais aussi ils ont imposé ça aux marques nationales. Un distributeur reste un distributeur d'une variété de produits. Eux ont fait le choix d'interdire aussi le référencement de marques nationales qui seraient des œufs issus de poules de catégorie 3. Et on l'a vu, et ça s'est généralisé. Walmart aux États-Unis fait exactement la même chose. Donc lui, il vise à horizon 2025 parce qu'en fait aussi, quand on prend des changements radicaux comme ça a quand même des implications sur les chaînes d'approvisionnement. On voit bien qu'aux États-Unis, tous les œufs et tous les élevages pratiquement sont des élevages en cage. Donc il s'est donné un objectif et un temps un peu plus long pour être en mesure d'accompagner ses producteurs dans la transformation de leur chaîne d'approvisionnement et de méthodes de production. Ou encore McDonald's qui a fait la même démarche en France et notamment en nouant un partenariat avec la coopérative de fermiers pour les poulets de Loué pour ne seulement présenter que des préparations à base d'œufs issus de plein air. Et on a encore aussi ici l'exemple de Danone et ça touche aussi l'achat des œufs mais l'achat d'ingrédients issus issus d'œufs. Si je reviens sur Marks & Spencer, donc comment aujourd'hui est-ce qu'un distributeur n'est plus un simple distributeur mais un prescripteur? Ça a été le choix stratégique qui a été fait par Marks & Spencer dès 2007. Donc en 2007, je ne sais pas si vous connaissez, donc Marks & Spencer qui est un distributeur anglais et qui ne fait que des marques propres, mais qui a pris l'engagement extrêmement fort de se dire à horizon 2020, l'intégralité de mes produits, donc 100% des produits que je vends dans mon enseigne, porteront une garantie responsable.
Donc, ils ont développé un plan extrêmement ambitieux, une stratégie d'aider qui est devenue la stratégie d'entreprise qui s'appelle Plan A, parce qu'il n'y a pas de plan B pour la planète, avec plus de 180 engagements à horizon 2020, donc c'est tout en profondeur. Et en 2015, ils avaient déjà 50% de leurs produits qui étaient labellisés, donc qui portaient une garantie. Et ils sont tout à fait on track pour atteindre l'objectif à horizon 2020. Et en fait, comment ils se présentent aux consommateurs? Partout en magasin, tout est labellisé plan A et produit plan A. Et ils ont pour ambition d'être le distributeur le plus responsable, avec la volonté que quand un consommateur rentre chez Marks & Spencer, il n'a plus à s'inquiéter de faire le choix et d'essayer de clarifier les allégations. Il y aura des garanties sur l'intégralité des produits. Et parfois, ça a un coût. Enfin, très clairement, ça a un coût. Et certains distributeurs, je reviens sur un exemple de Monoprix, qui a annoncé là récemment, il y a 6 mois maintenant, que l'ensemble de ces baguettes, qui est un gros best-seller chez Monoprix, c'est quand même le produit, la baguette, c'est le produit qui est le plus vendu. Il y a plus de 8 millions d'unités. Et ils ont choisi que l'intégralité de leurs baguettes, désormais, serait en bio. Et non pas juste une baguette issue de blé conventionnel ou même d'agriculture raisonnée et une baguette bio. Ils passent toutes leurs baguettes en gros en bio, de la même façon qu'ils ont passé toutes leurs bananes en bio et fair trade. On ne trouve plus de bananes conventionnelles ou sans garantie. Toutes les bananes Monoprix sont aujourd'hui bio et fair trade. Et en fait, ils ont fait le choix de garder le même prix et de rogner sur leur marge pour essayer d'amener les consommateurs et de ne pas augmenter le prix. Encore un ou deux exemples, c'est la même chose, la radicalité des choix. Et c'est là où vous apercevez que finalement, faire cette sélection positive, ça vient forcément à un moment donné d'une conviction de l'enseigne, du distributeur, du transformateur, par rapport à aujourd'hui l'impact de ces activités sur le monde et comment aujourd'hui l'enseigne ou le transformateur peut contribuer à résoudre des enjeux, que ce soit sur ses chaînes d'approvisionnement, au travers de ses choix et de la transformation de son offre. Là, c'était l'exemple de Monoprix qui, en 2017, a fait le choix radical d'arrêter toute vente de bouteilles en plastique. Parce que l'ancienne a pris un combat qui est celui du suremballage et surtout du déchet plastique. Et qui s'est dit, aujourd'hui, je ne vendrai que des eaux en bouteille, mais en bouteille de verre, où je ne vendrai pas d'eau du tout. Et aujourd'hui, ils ont même allé un cran plus loin, puisqu'ils proposent, et on le voit, ça commence à se généraliser, on le voit aussi dans un Franprix un peu concept store dans Paris 11e, où ils font du vrac, c'est-à-dire de la distribution d'eau, qu'elle soit gazeuse ou plate. Vous pouvez acheter la bouteille d'eau à côté et vous remplissez avec une eau qui a été filtrée, minérale ou gazeuse. Voilà. Donc, voilà, bon, ça c'est d'autres exemples, mais juste pour vous montrer, en fait, je vous montre plusieurs exemples parce que on a un petit peu dépassé l'étape du signal faible. On n'est plus sur c'est des signaux faibles. Ce côté un petit peu radical de transformation de l'offre, c'est quand même une véritable tendance de fond qui est en train de voir l'essor. Aujourd'hui, c'était en 2018, oui, c'est Iceland. Pour ceux qui ne connaissent pas Iceland, c'est l'équivalent anglais de notre Picard français, qui avait pris 2 engagements de transformer sur l'intégralité de son offre de ne plus avoir d'huile de palme. Bon, très bien, beaucoup d'enseignes et beaucoup de marques ont déjà fait ce choix-là, mais aussi de faire le choix, ce qui est compliqué quand on distribue des surgelés, de 0 plastique dans ses emballages. Donc c'est un choix courageux, il s'est donné 5 ans, donc c'est rien 5 ans quand on essaie de trouver des solutions, c'est quand même pas l'enjeu le plus facile à résoudre, la question du plastique, mais en tout cas c'est un choix et une conviction très forte de l'enseigne. Et j'ai encore 2 exemples pour vous montrer, vous l'avez sûrement toutes vues parce qu'il y a eu pas mal de campagnes de pub placardées un petit peu partout dans Paris. Adidas, pareil, qui a mis énormément de choses en place quand même sur le fond, sur l'éco-conception de ses chaussures, qui travaille sur beaucoup de sujets et qui a encore beaucoup de travail à faire. Je ne dis pas qu'aucune des marques que je présente ici sont parfaites, loin de là, mais ici je vous montre quelques pratiques exemplaires. Et aujourd'hui, Adidas a fait la promesse d'utiliser seulement du plastique recyclé dans ses chaussures. Ils utilisent quand même pas mal de plastique et que ce plastique ne sera que du plastique recyclé à horizon 2024. Et enfin, un dernier qui est apparu là en octobre, Fleury Michon.
comme vous connaissez, Fleury Michon, c'est quand même une des marques aujourd'hui leader sur le marché de la charcuterie en France. C'était un des premiers, c'était le premier, je crois, en 2002, à lancer une gamme de sel réduite. Et c'est bien le problème que je vous disais tout à l'heure pour le consommateur, d'avoir à choisir, si je veux du sel réduit, j'ai que cette option sel réduite et je ne peux pas avoir l'option et du sel réduit et du bio. En fait, c'est toujours le choix ça ou ça. Et en fait, le Régis, qui est le DG de Fleury Michon, a justement dit, nous, ça nous pose un problème d'éthique. On sait qu'on est capable de faire du jambon de qualité, aux qualités organoleptiques recherchées par le consommateur, avec moins 25% de sel. Pourquoi le cantonner à une gamme? C'est de notre responsabilité de baisser la teneur la teneur en sel sur l'intégralité de nos gammes, que les consommateurs n'aient plus à faire ce choix entre un jambon qui serait bon nutritionnellement pour la santé versus un jambon bio qui aurait un meilleur impact environnemental versus un jambon label rouge qui serait un peu plus engagé sur le bien-être animal. Donc ils ont pris cet engagement d'éliminer et d'appliquer les moins 25% de sel sur l'intégralité de leurs produits et ils vont faire ça en 3 étapes. Je crois qu'ils visent, en octobre, là, ils sont déjà à 35%, 80% l'année prochaine et 100% à horizon 2020. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu aujourd'hui comment le choice editing ou la sélection positive s'incarne et contribue à transformer l'offre. Et c'est ça, aujourd'hui, quand je dis moins 25% sur l'intégralité de la gamme, on atteint vite une masse critique de consommation parce que la marque a fait ce choix pour le consommateur. Donc les consommateurs, au travers de leur acte quotidien d'achat, de leur marque préférée, ont déjà accès à une offre plus vertueuse et plus responsable. Et en fait, la question qui revient toujours, et notamment quand nous qui accompagnons pas mal d'entreprises sur le sujet, sur la transformation de leurs pratiques, la première question qui revient toujours, c'est vraiment celle-ci, qui est et quid du libre arbitre du consommateur? Vous entravez ses choix. Parce que l'air de rien, le choice editing, c'est une sorte de nudge. Alors je crois que Jacques Fradin, qui est là, ou peut-être pas encore là, on parlera un peu plus en détail dans l'intervention juste après. Mais le nudge, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un concept, à nouveau un concept anglo-saxon, qui est issu des sciences comportementales et qui est en fait une méthode douce qui consiste à repenser l'architecture du choix qu'on présente aux consommateurs, mais pour les amener par eux-mêmes à prendre la bonne décision. C'est un peu ce qu'on appelle le choix par défaut. Vous avez tous vu, je ne sais pas, quand vous allez par exemple dans une chambre d'hôtel, on va vous dire, à moins que activement vous demandiez à ce qu'on change votre serviette, on ne la changera pas, on ne la lavera pas. Voilà, ça c'est une sorte de nudge. C'est-à-dire qu'on va forcer le consommateur à être extrêmement actif et demander. S'il ne demande pas, on ne le fait pas. Et c'est meilleur pour l'environnement. Donc voilà, donc le but du jeu, c'est ce choix par défaut et c'est d'amener le consommateur, au travers des choix qu'on va lui proposer et de l'architecture des choix, à prendre la bonne décision. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a encore énormément de réfractaires autour de ça, et puis même de marques et d'enseignes qui ont peur de s'engager et d'aller jusqu'au bout de cette démarche de sélection positive, parce que est-ce que c'est pas une entrave au libre arbitre des consommateurs? C'est-à-dire que, bien sûr, on va réduire la fenêtre de choix en éliminant potentiellement, si je suis un distributeur, certaines marques qui peuvent être jugées vraiment comme non responsables et en ne lui proposant que des marques responsables. Bien sûr, on va l'aiguiller dans ses choix de consommation vers des produits de meilleure qualité, plus éthiques, meilleurs pour l'environnement, mais potentiellement aussi au détriment de son portefeuille. Parce qu'il est indéniable que certains de ces produits, forcément, coûteront plus cher, parce que mieux produits, mieux conçus et à moindre impact. Donc, beaucoup de gens s'élèvent contre cette pratique pour dire est-ce que le consommateur n'a quand même pas son choix à dire? Mais déjà, ça amènerait... quand on commence à parler de la notion du libre arbitre du consommateur, je pense que ça pose quand même la question, est-ce que le consommateur est jamais libre de ses choix? Il y a quand même des marques qui ont des budgets conséquents et qui vont orienter le choix du consommateur de toute manière. Le consommateur n'est jamais totalement libre de ses choix. Et puis surtout, quand on s'engage dans une démarche un peu de sélection positive, il peut paraître qu'au départ, évidemment, on réduit le choix et les options, mais à terme,
l'offre responsable ne va pas s'incarner seulement dans un ou deux produits. Il y a pléthore d'offres responsables qui peuvent et qui réouvrent finalement le choix. Et c'est juste que la question du choix ne se pose plus, comme je le disais tout à l'heure, sur est-ce que je dois choisir un produit vertueux ou non vertueux. C'est juste lequel parmi ces produits vertueux me paraît le plus pertinent. Et de plus, comme je le disais, la majorité des consommateurs disent déjà, et c'est les attentes qu'ils ont par rapport, par exemple, à un distributeur, ils font confiance au distributeur pour les aiguiller vers des choix plus responsables et attendent déjà que ces choix soient faits pour eux. Certains ne comprennent pas que des produits qui peuvent être nocifs pour l'environnement soient arrivés jusqu'à eux sur les linéaires. Donc ils attendent aussi des distributeurs et des marques qu'elles fassent aussi ces choix pour eux. C'est de leur responsabilité. Et ça a été aussi, vous trouverez à nouveau pléthore d'études sur le sujet. C'était renforcé, je crois, celle-ci, c'était c'était d'Ethicity. C'était une étude qui était menée par Ethicity et l'ADEME, et qui disait on attend des marques à 90% qu'elles nous guident et qu'elles nous conseillent sur comment aller vers une consommation plus responsable. Et la même chose pour les distributeurs. Et aujourd'hui, c'est effectivement ce que font les distributeurs. Je pense que vous l'avez vu, il y a quand même pléthore de communication aujourd'hui sur les distributeurs qui réaffirment leur raison d'être, leur combat. Alors après, bien sûr, c'est comme tout, à démêler le vrai du faux, de ce qui est déjà existant, de ce qui est une projection à horizon 2025. Je ne dis pas que toutes ces communications sont responsables, à nouveau loin de là. Mais en tout cas, on voit de plus en plus d'acteurs, de distributeurs qui s'engagent à mieux signaler en magasin quelles sont les offres responsables, à faire de la pédagogie des consommateurs pour éclairer ces choix-là, à mieux afficher leurs convictions, aussi à faire des promotions et à mettre en avant des promotions sur les produits les plus responsables, à nouveau pour orienter le choix. Voilà, et je conclurai sur ça. C'est donc le choice editing et cette sélection positive ne peut pas aller non plus de pair sans une éducation, un effort d'éducation et de sensibilisation du consommateur. L'objectif ici, c'était de dire qu'il est important d'évoluer vers un marketing de l'offre, c'est-à-dire que les marques et les distributeurs prennent leurs responsabilités pour transformer leur offre, et que c'est ça qui permettra d'atteindre aussi une consommation de masse et un changement d'échelle au niveau de l'achat de produits responsables. Mais ça ne peut pas se faire non plus sans un véritable effort pédagogique, de transparence et d'explication vis-à-vis du consommateur. Parce qu'au final, le consommateur doit être à même à terme de faire de lui-même ses choix les plus éclairés, parce que c'est ça aussi qui va inscrire dans la durée des modes de consommation plus durables. Voilà. Merci. Il y a quelqu'un d'autre? Il y a des questions-réponses? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand vous parlez d'éduquer le consommateur, oui, comment les industriels vont prendre part dans ce rôle-là, outre proposer des produits de qualité? La communication, les marques, les industriels ont quand même une force de communication qui est importante. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de transformer aussi la communication qu'on a vis-à-vis des consommateurs, que ça ne soit pas juste sur une qualité organoleptique. Et on le voit bien, de toute manière, cette communication a commencé à changer. Tout le monde parle de ce qu'ils font, de leurs engagements, de leurs convictions. Mais si vous prenez des exemples, même comme des marques qui n'ont pas beaucoup de budget, je prends une marque comme Etikable, qui est une des marques qui est reconnue comme un peu les plus responsables en France aussi, au travers de différents panels consommateurs. Ils n'ont pas du tout de budget de communication. Et déjà, c'est un petit peu la même chose. Mais par contre, ils jouent la carte de la transparence sur leur packaging. Ils vont vous expliquer exactement quelles sont les conditions de fabrication de leurs produits, quels sont leurs choix pour une chaîne d'approvisionnement plus responsable, quels sont les combats pour la diversité, pour le soutien des tout petits producteurs qu'ils font. Et certains vont même, type un alter eco, jusqu'à afficher en toute transparence la structure de prix.
et expliquer aux consommateurs, voilà aujourd'hui comment chez nous, le prix d'une tablette de chocolat est fait, et on vous propose du commerce équitable, voilà la rémunération du producteur, voilà la rémunération que nous faisons. La démarche de C'est qui le patron, quelque part, elle est totalement dans ce sens-là, d'une véritable transparence radicale et explication aux consommateurs sur aujourd'hui quelle est la construction d'un prix, pour les amener à faire ces choix-là. Et du coup, ça révèle aussi la réalité. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'exemple de C'est qui le patron, mais en fait, C'est qui le patron s'est lancé sur... c'était le Nicolas Chaban, hein, qui était le créateur des fruits et légumes moches d'Intermarché. Et en gros, qui a monté une plateforme et qui a impliqué les consommateurs dans le lancement d'une nouvelle marque qui s'appelle la marque du consommateur, C'est qui le patron. Et ils ont commencé avec un produit emblématique qui était le lait. Sachant que le lait, quand même, c'est un sujet, on est bien passé, on est dans le bon pavillon pour ça, c'est qu'il y a quand même des enjeux massifs en amont de pérennité des exploitations agricoles, de ceux qui font du lait, du fait d'un manque de rémunération. Et en fait, il a créé une plateforme internet où il a expliqué aux consommateurs, voilà aujourd'hui tous les éléments constitutifs d'un prix rémunérateur et créateur de valeur pour le producteur et l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Il dit, si vous achetez à ce prix-là, ça couvre les coûts de production du fermier. Si vous rajoutez 5 centimes, ça permet au fermier de prendre une semaine de vacances et d'avoir quelqu'un qui vient en remplacement. Si vous rajoutez encore 5 centimes, eh ben la vache, elle va pouvoir passer 3 mois dans les prés. Voilà, et ainsi de suite. Et il a dit aux consommateurs, maintenant, votez sur le prix que vous voulez voir affiché en magasin pour cette marque. Et les consommateurs éclairés et qui ont compris derrière le raisonnement et pourquoi et quelle était la valeur derrière le prix, ont choisi le prix le plus élevé. Et c'est à ce prix que la marque a été lancée, qui fait un carton depuis en supermarché. Donc c'est ça aussi, c'est réaliser qu'on a les consommateurs quelque part qu'on mérite et qu'on prend le temps d'expliquer aussi les choses aux consommateurs. Si on leur parle que de prix, c'est sûr que leur mécanisme réflexe, ce sera de dire je veux une promotion. Si on leur explique les éléments constitutifs et qu'est-ce qui se cache derrière la réalité d'un prix, ils sont plus à même de faire des choix plus éclairés. Je vais vous parler du sujet, si on peut dire, des apports des connaissances sur les comportements, neurosciences, sciences comportementales, dans le domaine du changement alimentaire, d'un changement alimentaire vers, plus de, je dirais pas de contrôle, mais plus d'équilibre dans l'acte alimentaire, puisqu'on sait que la qualité du produit est un élément, mais il y a évidemment des éléments qui relèvent de l'individu, du sujet lui-même, même s'il y a une interaction entre les deux. Et on va voir comment, à travers certains leviers, depuis ce qu'on appelle le nudge, je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'est un nudge, qui veut dire en anglais coup de coude ou coup de pouce, enfin autrement dit, des éléments de facilitation. En français, je préférerais dire ergonomie cognitive, c'est un peu scientifique, mais c'est les processus de facilitation du fonctionnement du comportement, de la représentation des pensées, qui facilitent le passage de la pensée à l'acte, et parfois même de l'incompréhension à la compréhension. Qu'est-ce qui rend une chose plus accessible? Mais notamment le passage à l'acte. Donc on va voir ce genre d'aspect. Donc peut-être un rapide point de vue sur pourquoi est-ce que les choses se passent comme aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, d'un certain point de vue, notre société de consommation a-t-elle amené, dans le domaine, par exemple, du comportement alimentaire et dans d'autres domaines, à des comportements de type addictif, on va dire, à des surconsommations, à des déséquilibres de comportement, alors qu'à la base, si on peut dire, la société dite de consommation ou libérale n'a fait que répondre aux besoins ou aux désirs exprimés du consommateur. Dans une certaine mesure, les produits aujourd'hui vendus ont été construits à partir de l'expression de panels de consommateurs qui disaient c'est meilleur, c'est moins bon. Pourquoi est-ce que, d'un certain point de vue, ça débouche sur des déséquilibres? Alors ça n'a pas que des défauts, mais ça en a évidemment un certain nombre. Donc on va dire notre mode de fonctionnement de base s'explique par d'où nous venons. D'un certain point de vue, nous sommes des animaux qui ont vécu bien longtemps avant notre société et qui se sont adaptés à un milieu où on manquait d'aliments. Et donc les aliments les plus riches, les plus gras, les plus sucrés, les plus salés et autres choses de ce genre étaient rares. Donc on en consommait plutôt trop que pas assez, par anticipation du manque. Ça, ce sont des mécanismes d'adaptation qui nous permettent de comprendre pourquoi, dans une certaine mesure, nous ne sommes pas adaptés à une société d'abondance. Donc, d'un certain point de vue, notre désir nous pousse, lorsqu'on a le choix, à surconsommer des produits
non pas parce que notre système n'est pas adapté, mais il n'était pas adapté à ce contexte particulier. Il y a également des éléments sociaux qui jouent et qui fait que, par exemple, l'alimentation dans la vie moderne est un des moments de la vie sociale. Et donc, comme on n'a pas forcément l'occasion d'avoir la vie sociale qu'on veut dans la journée, puisqu'on travaille, on se retrouve autour d'un repas, donc plus il dure parfois, mieux c'est. Et dans une certaine mesure, également, dans une vie où on n'a pas toujours le loisir de se faire plaisir, autant qu'on voudrait en tous les cas, idéalement, donc l'aliment est un plaisir facile d'accès. Donc pour toutes sortes de raisons, l'alimentation joue un rôle déséquilibré dans notre équilibre psychologique. Donc dans quelle mesure peut-on modifier cet équilibre-là? Parce qu'on ne peut pas souhaiter qu'évidemment on évolue vers une société de manque pour réguler. Évidemment que pendant la dernière guerre mondiale, on avait vu que la plupart des pathologies se réduisaient parce que les gens mouraient de faim. Bon, c'est vrai que c'est une solution, mais c'est peut-être pas celle qu'on peut souhaiter. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir sur ce décalage entre ce qu'on comprend et ce qu'on fait, sur cette réduction des éléments qui sont liés à la routine et sur les éléments de motivation qu'on peut avoir, et y compris de normes sociales. Donc, on va dire que les différents éléments qu'on va aborder vont commencer par des aspects plus directement comportementaux et qui vont nous permettre de comprendre comment ce qu'on appelle le mode mental automatique, c'est-à-dire notre façon de gérer les situations routinières, peut nous piéger bien au-delà des éléments précédents qu'on a vus. Donc c'est l'élément, si je peux dire, le plus simple à résoudre. Et vous allez voir que déjà, dans une large mesure, il permet de résoudre une bonne partie des problèmes. Alors, exemple, on va parler pour les nudges, non pas des domaines alimentaires, mais pour illustrer des domaines où historiquement ça a commencé à se développer. Par exemple, sur la consommation d'énergie, on s'aperçoit que les fournisseurs d'énergie qui proposent une offre verte, entre guillemets, c'est-à-dire avec plus d'énergie renouvelable, qui est une option dans leur offre, eh bien, en moyenne, obtiennent 10, 20, 30% d'achat sur cette offre optionnelle. Mais lorsque dans le même pays, avec les mêmes clients qui ont les mêmes moyens de consommation, notamment aux États-Unis sur la côte ouest ou en Allemagne, donc pas des pays particulièrement pauvres, c'est vrai, mais en même temps, à fournisseur égal de produits équivalents à la même population, ceux qui ont mis par défaut l'offre verte en disant vous pouvez quand même acheter l'offre moins chère classique, eh bien on s'aperçoit que les pourcentages de gens qui sont sur l'offre par défaut sont les mêmes dans tous les cas. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des gens ne changent pas d'offre par rapport à l'offre par défaut qu'on lui donne, y compris lorsqu'elle est plus chère. Donc c'est pour dire que la première chose qui fait qu'on ne change pas, ce n'est pas la résistance au fait d'acheter de l'électricité verte, si on est allemand par exemple, mais bien parce qu'il faut faire un effort et qui lui n'a rien à voir avec l'objet. C'est simplement qu'il faut trouver le temps de s'en occuper. Il faut savoir être à l'aise sur les sites internet et changer les options. Parfois on y passe beaucoup de temps, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Ne parlons pas de ceux qui ne sont pas à l'aise avec tout ça. Donc on voit que ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive, c'est comme l'ergonomie au poste de travail. Vous savez, quand un poste de travail est mal foutu, on se fait mal au dos, on se fatigue la vue, on se fatigue plein de choses. Eh bien, pour la consommation, c'est pareil. La première des choses à résoudre, ce n'est pas les questions d'équilibre de vie, de quantité de plaisir, de dysfonctionnement dans nos systèmes instinctifs dont j'ai parlé, c'est tout simplement le changement de routine. Et la meilleure façon d'éliminer cette difficulté, c'est de faire que l'offre, par défaut, change. Donc, quand on est dans certains métiers, on s'aperçoit que le changement de l'offre par défaut n'entraîne aucune perte de vente. Au contraire, d'ailleurs, puisque vous vendez plus cher, donc forcément la marge augmente mécaniquement et on s'aperçoit que c'est une bonne opération, si je peux dire, pour l'entrepreneur. Ça l'est aussi pour l'environnement et ça l'est aussi pour les consommateurs d'un certain point de vue. Autre exemple, là commence à toucher l'alimentation. Vous connaissez peut-être ce genre d'exemple, il est très connu. Quand par exemple dans un self, vous proposez en première ligne de l'offre classique, dite non équilibrée sur le plan alimentaire, n'ayant pas de plus-value nutritionnelle ou environnementale, que vous la mettez devant
sur les premiers plateaux et que derrière vous mettez des offres plus, si je peux dire, qualitatives, en moyenne, 10% des gens prennent les plateaux derrière et 90% devant. La première idée qu'on peut se faire, c'est les gens n'ont pas envie de se casser la tête, ils ont envie de manger ce qui leur plaît et ils prennent le plateau le plus tentant devant. Sauf que sur une étude, par exemple, sur le même self, vous mettez 2 entrées, une entrée où les plateaux qualitatifs sont derrière, une autre où ils sont devant. Et aux 2 entrées, vous obtenez le même pourcentage. 90% des gens prennent le plateau devant et 10% prennent le plateau derrière. Donc on pourra dire résistance au changement, point d'interrogation, c'est pas si sûr. C'est peut-être aussi, l'aspect facilité, et peut-être le deuxième aspect, faire comme tout le monde. D'un certain point de vue, en prenant le plateau derrière, on se fait remarquer. Mais on s'aperçoit que bien l'image sociale, ça compte. Donc d'un certain point de vue, c'est le changement de la norme. En tous les cas, cet ensemble facilité plus norme a un impact majeur. Autre exemple, pour le citer, qui n'est pas sur le diaporama, mais qui est un peu du même genre, sur les dons d'organes. Je crois que le premier pays qui a mis par défaut le don d'organes, c'est-à-dire si vous ne manifestiez pas quelque part sur un site internet que vous étiez contre le fait qu'on vous prélève des organes si vous mouriez dans un accident de voiture pour fournir des greffes d'organes, eh bien, il y avait 10% de donneurs d'organes, comme dans la plupart des pays, en Suède, je crois, avant que cette loi ne change. Quand ils ont fait l'inverse, proposition par défaut, c'est-à-dire votre organe était disponible, sauf si vous aviez exprimé que vous étiez contre, avec la possibilité pour les familles de dire leur opposition ultérieurement, on est passé de 10 à 90%. Vous voyez qu'une fois de plus, ce n'est pas l'opposition qui pose le premier problème, c'est la complication. Vous êtes en bonne santé, bien portant, vous n'imaginez pas que vous pouvez vous tuer demain en accident de la route ou je ne sais. Donc vous n'allez pas sur un site internet pour dire je donne mes organes si je meurs, mais ça ne veut pas dire que vous seriez contre. En tous les cas, dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui ne se seront pas exprimés avant leur mort. Après, c'est difficile, autant qu'il y ait des organes disponibles, si on peut dire. Donc on voit à quel point la résistance au changement n'est pas aussi forte qu'on le pense. Autre élément dans les nudges classiques, je vais passer assez vite pour revenir maintenant sur les aspects alimentaires assez rapidement. Par exemple, pour indiquer une voie, là par exemple, indiquer une poubelle, ou indiquer par exemple dans le métro, la ligne 9, vous avez des pieds avec 9 marqués dessus. Ça vous indique où il faut passer, et c'est d'une certaine façon plus facile de suivre des pieds, parce que ça indique mieux où il faut aller, que de suivre des flèches. En plus, beaucoup de gens regardent plus facilement par terre qu'en l'air. Donc, pour toutes sortes de raisons, c'est beaucoup mieux suivi. On s'aperçoit que dans les endroits où les poubelles sont marquées avec des pieds, il y a plus de choses dedans. Ce n'est pas que les gens sont plus environnementalistes ou plus écologistes, c'est que c'est plus vite fait de trouver la poubelle, et donc ça doit faciliter le geste. Autre exemple, l'aspect ludique. Souvent, vous savez, dans le domaine de l'environnement et de la responsabilité, qui d'ailleurs porte bien son nom, la responsabilité environnementale, c'est sérieux. Alors, moi-même, je n'ai rien contre les choses sérieuses, et la plupart d'entre nous non plus. Si on demande aux gens, est-ce qu'ils sont pour qu'on prenne plus en compte l'environnement, 80% des Français disent oui. Donc ce n'est pas une question de manque de sérieux pour beaucoup, c'est plutôt que la vie est déjà très sérieuse. Si on y rajoute un peu de jeu, ça marche mieux. Alors, petit exemple, un escalier pour remplacer l'escalator, il a été visualisé que dans certains cas, si on mettait des touches de piano, quand vous montez, ça fait des sons, ça fait des notes. Et comme beaucoup de gens montent ces escaliers, donc ça fait une musique qui change tout le temps. Et voilà, quand les gens ont en quelque sorte l'occasion de transformer une chose sérieuse en chose ludique, eh bien ils le font. Donc voilà, bon, c'est un peu plus compliqué. Alors, dans les choses très simples, je parlais de la dimension sociale. Il y a une dimension norme sociale, mais il y a une deuxième dimension qui est encore plus importante, c'est l'empathie. C'est le fait de faire plaisir, d'avoir plaisir à faire plaisir. Eh bien, c'est justement une compagnie électrique américaine, je crois, la première qui a fait ça. Elle mettait sur ses factures la quantité d'électricité consommée par rapport à la moyenne des gens de mêmes conditions socio-économiques et du même quartier de la ville. Et vous aviez un référentiel, ceux qui consommaient plus, ceux qui consommaient moins. Eh bien, la plupart de ceux qui consommaient plus font des efforts pour consommer moins, en se disant, quand même, j'exagère un peu, donc ils se rapprochent de la moyenne. Par contre, ceux qui consommaient moins se disent, après tout, je me casse la tête pour rien. Et finalement, le résultat global d'avoir mis ces valeurs moyennes ne change rien. Tout le monde se rapproche de la moyenne.
À l'inverse, si vous mettez des émoticônes avec un sourire, si les gens ont consommé moins et un petit peu la gueule s'ils ont consommé plus, eh bien ceux qui ont consommé plus font des efforts parce qu'au fond, ça les dérange un peu quand ils voient que la compagnie et en gros, l'ensemble de la société fait plutôt la gueule. Ils se disent, ouais, c'est pas sympa. Et ceux, au contraire, qui sont récompensés avec un sourire, font encore mieux. Donc là, pour le coup, on s'aperçoit que quand on met la dimension émotionnelle, alors effectivement, vous avez une amélioration de la consommation. Donc, l'information, c'est bien, ça permet de faire des choses sérieuses, mais l'émotion, c'est pas mal aussi. Et vous voyez qu'un simple émoticône, ça change pas mal de choses. Alors, évidemment, c'est la façon la plus simple de faire l'émotionnel, mais plus dans vos supports de marque, plus dans votre communication, vous faites appel à l'émotionnel, vous faites appel à ce qui est bénéfique et à ce qui, en quelque sorte, fait plaisir à d'autres, plus vous avez d'éléments importants. Petit exemple, une étude publiée il y a quelques années déjà sur des enfants qui jouent à un jeu. Ils gagnent, c'est un jeu qui avait été fait pour qu'ils gagnent tous quelque chose, donc ils ont tous un gain. Et à la fin, on leur dit, voilà, soit vous le gardez pour vous, soit vous le donnez. Et bon, il y en a un pourcentage, peu importe lequel, qui donne, et l'autre qui garde pour lui. Et 8 jours plus tard, on refait une petite enquête rapide en disant, alors, est-ce que vous êtes content de votre gain? Ceux qui ont gardé le gain ne s'en souviennent même plus, puis l'ont rangé dans un placard en général, ou c'est allé à la poubelle. Ceux qui l'ont donné ont toujours un grand sourire en disant « Ah ouais, je suis vachement content d'avoir donné ». Et voilà, c'est juste pour dire que de faire plaisir, ça tient bien au ventre, si je peux dire. Hein. C'est rassasiant. Hein. C'est pour dire que là aussi, il y a plein d'études qui montrent que la générosité, qui montrent que les relations de confiance, les relations humaines sont ce qui produit le plus de bonheur dans des études sur le bonheur. Il y a une très belle étude de Harvard qui a lieu depuis 75 ans, 3 générations de chercheurs, et qui montre que quand on demande aux gens, non pas l'idée qu'ils se font du bonheur, mais en fin de journée, ce qui les a rendus heureux, c'est l'empathie, l'échange, la relation de confiance et un autre sujet, les passions. Voilà. Bon, après, il y a les effets placebo. Vous savez, au feu rouge, par exemple, quand vous appuyez sur un bouton pour que le feu passe au vert pour les piétons, la plupart ne sont pas branchés. C'est juste un effet placebo, mais vous attendez plus patiemment. C'est pour dire à quel point notre cerveau, finalement, à certains moments, s'impatiente, mais c'est plus parce qu'il a envie d'être pris en compte. Hein, pareil, vous avez des marqueurs pour la clim. Comme vous savez, la clim, ça coûte beaucoup de pollution, etc. Eh bien voilà, on a mis des faux appareils. Et quand les gens ont baissé la température sur ce genre d'appareil, mais que ça n'a rien changé sur la régulation, ils sont contents, ils trouvent que ça fait moins chaud. Hein. Donc, alors, ceci étant, il faut quand même dire que si ces nudges qui facilitent le mode automatique, c'est-à-dire qui font que l'effort est moins grand, il y a aussi un autre aspect qui a été évoqué précédemment par la conférencière précédente sur le sujet du consommateur intelligent. Oui, c'est vrai que quand on parle intelligemment à un consommateur, il se considère comme plus intelligent et il se comporte comme tel. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. J'avais participé, moi, en 2000, à la gestion de la crise de la vache folle dans un groupe de travail du Fonds français pour la nature et l'environnement qui avait été sollicité par le gouvernement Jospin à l'époque pour gérer la crise de la vache folle. Eh bien, en considérant à l'époque que le consommateur était à même d'entendre les vraies informations et de les gérer, la crise s'était résolue en quelques semaines alors qu'elle durait depuis 10 ans parce que justement on considérait que le consommateur ne pouvait pas entendre. Oui, c'est vrai, considérez le consommateur comme quelqu'un d'intelligent, expliquez-lui et vous verrez qu'il se comportera comme tel parce que nous avons tous un mode intelligent dans le cerveau. Par contre, si on ne le mobilise pas, eh bien, il marche moins bien d'un certain point de vue. Autre exemple également, ce qu'on appelle les conférences de consensus. Quand vous donnez des informations détaillées pendant un jour ou deux à un citoyen lambda choisi au hasard et vous le faites réfléchir sur un sujet, il donne des avis souvent aussi pertinents que ceux des experts qui connaissent ce sujet depuis longtemps. Non pas parce qu'il en connaît autant, mais parce qu'il peut autant réfléchir aux vrais enjeux et aux décisions sur du long terme. Donc c'est d'abord notre manque d'information qui fait qu'on n'est pas concerné et non pas notre incapacité à l'être. On a tous un cerveau complet. Redit autrement, on est tous en train constamment de basculer entre un mode dit automatique à l'économie et un mode antérieur, comme on le voit ici, préfrontal, qui est le cœur de notre capacité intelligente.
Autrement dit, ce n'est pas qu'on est bête ou intelligent, c'est qu'on s'en sert bien ou pas. Et pour mobiliser l'intelligence, il y a quelques concepts de base qui sont assez faciles à comprendre. Pour mobiliser le mode automatique, c'est la routine, la persévérance, les capacités de simplification, la capacité à construire des connaissances, des arbres décisionnels, des certitudes provisoires, on va dire, la capacité à s'inspirer de ceux qui ont déjà réussi, hein, le benchmarking par exemple dans le domaine du marketing, et la capacité à se préoccuper effectivement de ce que les autres en pensent, pour ne pas dire de leur capacité à coopérer facilement. C'est utile le mode automatique, chaque fois que tout va bien. Et à l'inverse, le mode adaptatif, c'est utile quand c'est plus compliqué et qu'il faudrait inventer, innover, changer de stratégie. Et c'est exactement le contraire, la curiosité, la capacité d'adaptation, la nuance, la capacité à changer de regard, relativité, changement de système, la réflexion logique, autrement dit l'expérimentation, vérifier si ce qu'on pense est fondé, parce qu'on n'a pas toujours des modèles. Et en dernier lieu, l'affirmation de soi, la capacité à penser et à défendre ses points de vue, même si c'est de façon souple. Donc, d'un certain point de vue, ces deux modalités peuvent vous inspirer sur des éléments de communication ou de responsabilité environnementale des marques. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui bloque le zapping entre ces deux modes, on est tous intelligents quand on veut bien réfléchir ou quand l'environnement nous y pousse. Les choses qui nous en empêchent, c'est soit le sentiment que ce n'est pas urgent, que ça va plutôt bien comme ça. Autrement dit, le fait de ne pas donner assez d'informations objectives sur la situation nous rend attentistes. D'un certain point de vue, il ne s'agit pas de dramatiser, ça c'est émotionnel, mais d'informer, c'est important. Informer sur l'importance des enjeux est important. On ne peut pas décider. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la vache folle. Tant qu'on n'a pas eu exposé là où on en était réellement en France, quels étaient les vrais enjeux et ce qu'il fallait faire pour résoudre, les gens prenaient ça à la légère. Après, ils se sont mis à paniquer parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur cachait des choses. Et en dernier lieu, quand on leur a dit, et que tous les experts se sont mis d'accord, et que tout le monde disait oui, oui, c'est bien ça, alors ils se sont à nouveau apaisés, et en disant, si c'est comme ça, on va faire ce qu'il faut. Donc, voilà. Donc, positiver le message, mais pour autant, sans l'édulcorer. C'est des éléments essentiels, la nuanciation, pour pouvoir produire l'intelligence chez tout le monde. Deuxième élément, c'est vrai qu'on n'est plus préoccupé par ce qu'on pourrait perdre que par ce qu'on pourrait gagner, mais là, on fait souvent l'erreur de dramatiser. Le fait de mettre en évidence qu'on pourrait perdre, par exemple, dans l'avenir de notre planète, comme on dit, avec le réchauffement et bien d'autres choses, oui, c'est vrai, ça préoccupe, mais si en même temps on donne le sentiment aux gens que émotionnellement tout le monde panique et qu'il n'y a rien à faire, alors dans ce cas-là, le déni en découle. Et on pourra dire les gens s'en foutent. Non, ils ne s'en foutent pas. Ils sont anxieux, ils ont le sentiment qu'on n'y peut rien, ou que les quelques-uns qui font quelque chose, c'est une goutte d'eau dans l'océan. À l'inverse, pour pouvoir accrocher, c'est souvent de partir du constat des choses et de ce sentiment de difficulté, et pour orienter vers quelque chose qui est un petit peu plus enthousiasmant que le drame, et qui est véritablement un projet de marque, un projet de société, et ça marche bien. Donc, petit exemple maintenant pour illustrer un petit exercice que je vous propose, pour dire comment ça peut inspirer des éléments de communication. Je vous propose ce qu'on appelle l'exercice du mélomane. C'est proche de la méditation, simplement en version occidentale. Tout le monde n'a pas grandi au Tibet en méditant 3 heures par jour. Par contre, quand vous êtes dans la position du mélomane en écoutant une musique, là ça tombe bien, il y a beaucoup de bruit. Donc je vous propose de vous mettre en mode symphonique, fermez les yeux, c'est plus facile, et essayez d'écouter tous les bruits en même temps, comme si c'était un orchestre de sons. Écoutez bien tous ces bruits, laissez-vous emplir de ces bruits, laissez-vous complètement submergé par ces bruits, accueillez-les comme un orchestre, comme une chorale, et ne vous opposez pas, mettez-vous en mode ouvert, comme on l'a vu, le mode adaptatif. Vous êtes en mode acceptation, vous êtes en mode intégration, en mode curieux. Eh bien, vous allez voir que vous allez ressentir un grand calme et une grande sérénité, et même une capacité à vous détendre, à vous reposer, alors que votre cerveau, si on faisait de l'imagerie,
bosse à fond. Vous lui demandez de faire 40 000 choses à la fois. Il écoute des dizaines et des centaines de sons en même temps. Il les intègre comme une symphonie. Ce qui fatigue la plupart du temps, c'est de vouloir faire une chose et son contraire. Vous êtes dans un bruit important et vous voulez essayer de n'écouter que votre interlocuteur, c'est fatigant. Ce n'est pas le bruit qui vous fatigue. C'est le fait de vouloir focaliser comme si vous étiez deux alors qu'il y a une foule. Mettez-vous en mode, si je peux dire, soirée du samedi soir, où vous choisissez un restaurant où il y a beaucoup de monde parce que vous trouvez ça plaisant et vous parlez avec vos voisins, mais vous acceptez ce bruit. Et là, ça vous détend. Ce qui stresse, c'est le refus du réel. Donc on voit que lorsqu'on va faire une synergie entre le produit, le message produit qu'on a à faire passer, on veut que les gens bougent, on veut les faire évoluer vers quelque chose de plus intelligent pour leur santé, pour leur bien-être, pour la planète et je ne sais, et pour la marque, eh bien, il y a intérêt à faire quelque chose de cohérent entre le message, la forme de com et les modes de sensation qu'on va solliciter. Ne mettez pas n'importe quelle musique, n'importe quel message avec n'importe quelle cible. Donc voilà quelques exemples. Autre exemple, ça marche aussi sur le plan visuel. Quand vous voulez mobiliser le mode adaptatif, c'est un mode haut débit. Pour ça, il faut le gaver d'informations. Donc quand vous regardez par exemple quelqu'un, mettez-vous en mode paysage. Mais si vous voulez faire de la com, essayez de mettre un système qui élargit le champ visuel, pas qui le rétrécit, si vous voulez mobiliser l'envie de bouger. Parce que, si je peux dire, les modes mentaux, c'est un peu comme des moulins, on y rentre par où on veut, on y rentre par l'émotionnel, on y rentre par le visuel, on y rentre par la sensation, et ça facilite l'agilité mentale. Autrement dit, il y a des postures qui sont plus favorables, de même que, là, bien sûr, dans une com, c'est pas facile, mais chaque fois que vous avez une espèce d'intégration globale du mouvement dans lequel vous percevez le corps entier, par exemple quand vous dansez, vous rentrez mieux dans la musique. Parce qu'en mettant votre corps dans une dimension globale, eh bien vous avez une meilleure perception de la musique et réciproquement. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent aider. Alors, élément suivant, pour donner un petit exemple de com à nouveau, vous faites un article promotionnel ou un article informatif sur un sujet. Si vous terminez par des points d'exclamation, par exemple, un titre, par exemple, dans un article qui s'appelle « Stupide ». Il y avait un article comme ça dans une revue professionnelle, « Stupide », point d'exclamation. Vous lisez l'article derrière, il est bien fait, bonne revue, bien des données, des photos, etc. Et vous demandez ensuite, dans une formation du domaine considéré, vous en pensez quoi? Les pensées sont très convergentes. En gros, vous avez des gens qui cherchent l'écart à la norme, l'aberration par rapport à la norme et à la connaissance. Changez juste un petit détail. Ce n'est pas un gros détail, c'est juste celui-là. Tout est pareil. Sauf que vous demandez après aux gens ce qu'ils en pensent. Et là, c'est un florilège d'innovation, d'idées neuves, de dire c'est peut-être pas si stupide que ça, ou ça me donne une idée, etc. Donc vous vous rendez compte que ce n'est pas les données qui nous rendent fermés, c'est la posture. Donc la posture dans laquelle on est, plus elle est ouverte, plus elle sollicite l'ouverture chez les autres. On dit souvent que les questions fermées ferment le débat, et les questions ouvertes ouvrent le débat, mais à débat égal. Toutes les conditions sont les mêmes. Alors même au-delà, il y a ce qu'on appelle la question ouvrante, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais c'est les questions qui ouvrent l'esprit de l'interlocuteur. Ça aussi, ça peut s'intégrer dans la com. Donc on va dire, les nudges classiques, ils facilitent le mode automatique pour le rendre plus performant parce qu'on lui simplifie la vie. Il y a les nudges intelligents qui sont encore en développement, mais qui se conçoivent, si je peux dire, sur mesure, c'est-à-dire qui facilitent le changement d'attitude, qui rendent les gens intelligents, ouverts, curieux, et qui font donc que la chose dite sérieuse devient plaisante. Regardez, quand on part en vacances, on ne part pas souvent pour faire toujours la même chose. Donc il y a bien des moments où l'aventure, l'imprévu, l'incertain, le nouveau fait plaisir. C'est donc pas d'un côté les choses nouvelles, c'est chiant, encore des trucs nouveaux. Il y a des domaines, oui, quand on est dans la posture de « j'ai pas envie de changer », si je suis en train de vouloir faire comme d'habitude, le changement me dérange. Mais si j'ai envie que ça change, c'est l'inverse. C'est le comme d'habitude qui m'ennuie. C'est donc ni plaisant ni déplaisant. C'est à nous d'être cohérents entre ce qu'on veut produire et la façon dont on s'y prend. Voilà, donc pour terminer maintenant cette présentation, dans le domaine de l'équilibre alimentaire et pour aller au-delà des nudges, il est clair que pour essayer de permettre aux consommateurs
sujet, patient et autres individu qui a besoin de trouver son équilibre psychologique. J'aime souvent parler d'économie psychologique. Autrement dit, notre équilibre mental, émotionnel, dépend du fait que les plaisirs sont plus importants que les déplaisirs, comme en économie. Si les gains sont supérieurs aux pertes, ça va mieux que l'inverse. Donc plus on multiplie les désagréments, les efforts, et plus évidemment la journée est difficile, et la vie on n'en parle pas. Comment est-ce qu'on peut augmenter les plaisirs sans nuire à l'équilibre nutritionnel et à la santé publique, et donc à la valorisation aussi de l'environnement? Eh bien, c'est le qualitatif qui va compenser le quantitatif. Par défaut, nous allons prendre la quantité parce qu'on a cette appréhension du manque. C'est pas conscient, hein, c'est purement animal et c'est purement lié à l'évolution des espèces. Mais on s'aperçoit que quand on développe la gastronomie chez soi et dans la culture, le qualitatif, autrement dit l'intensité du plaisir, va réduire considérablement cette attraction frénétique pour la quantité, et la quantité de toujours plus de sucre, plus de gras et plus de sel. Donc on s'aperçoit que la gastronomie, au sens du raffinement du goût, crée les mêmes choses que dans le domaine musical. Plus vous avez de culture musicale, plus vous allez devenir exigeant, et d'un certain point de vue, vous aurez moins envie de vous gaver tout le temps. Donc on va dire la dimension qualitative de l'aliment, donc un aliment plus dense, un aliment préparé de façon plus qualitative, et qui fait donc que vous avez plus de plaisir pour moins de quantité, ce qui donne de la marge sur le budget. J'avais accompagné le changement de comportement dans la commune d'Herblay au nord de Paris, lorsqu'ils avaient reçu un collège dans lequel, qui était HQE. Et donc, ils avaient voulu accompagner tous les comportements durables dans ce domaine-là, y compris à la cantine. Et on s'est rendu compte que les élèves, comme les enseignants, comme les parents d'élèves, étaient d'accord pour manger mieux en moins grande quantité, puisqu'il y avait 40% qui partaient à la poubelle. Mais avant, les parents disaient tout le temps, on ne veut pas que nos parents manquent à la cantine. Et en fait, 40% partaient à la poubelle. Au fur et à mesure qu'il y a eu quelques groupes de travail pour réunir tout le monde était d'accord pour qu'il n'y ait plus 40% qui partent à la poubelle, mais que la qualité soit meilleure. Et tout le monde était content. Le budget était inchangé. Donc il faut se représenter à quel point c'est l'inconscience de ces enjeux. C'est aussi le besoin de coopérer qui fait que tout ça fonctionne. Donc d'une façon générale, le plaisir est le grand levier qui permet de changer sans effort. Parce que le plaisir, il est qualitatif, il est aussi social. On peut valoriser d'autres choses que la dimension quantitative du point de vue social. On peut aussi valoriser la dimension gastronomique, la dimension environnementale. Vous savez, par exemple, dans les années 60-70 aux États-Unis, dans la plupart des films de l'époque, on voyait les gens qui régulièrement allaient aux toilettes et sortaient des toilettes et se lavaient les mains. Pourquoi ? Parce qu'on apprenait l'hygiène à l'époque à travers les films d'Hollywood. Donc c'était des nudges de l'époque. Si on veut valoriser aujourd'hui l'empathie, si on veut valoriser le développement durable, c'est pas en faisant des pubs où on ne montre que des gens agressifs qui écrasent les autres et qui se foutent de tout en jetant tout par-dessus le bord sans arrêt. Ça, c'est pas faire la leçon de morale, c'est juste donner une norme. Et cette norme, cette désirabilité sociale, elle est un peu ce qu'on veut en faire. Donc, posons-nous la question, plutôt que de dire comme certains opérateurs téléphoniques, pour n'en citer aucun, qui font des pubs dans lesquelles vous ne voyez que des gens agressifs et qui ne pensent qu'à eux, et qui après qui disent, voilà, les gens qui téléphonent à nos plateformes téléphoniques sont agressifs et violents. Ben oui, forcément, ils ont été incités à... On a tous toutes les structures cérébrales pour être intelligent, ouvert et généreux, ou à l'inverse, brutal et court-termiste. On a tous ce qu'il faut pour, c'est à nous de savoir ce qu'on veut solliciter. Donc voilà, le plaisir, l'ouverture d'esprit, la générosité sont autant d'éléments qui nous permettent de créer une cohérence entre ce qu'on veut faire, ce qu'on veut produire, comment on veut gagner sa vie, comment on a envie de le faire savoir et comment on a envie de progresser dans un monde où on a envie d'aller vivre demain. Parce que je pense que même si, bien sûr, le présent, ça compte beaucoup, le futur, c'est quand même le présent de demain. Voilà, merci à vous.